Dans les terres rouges de Casamance, là où les rivières chantent avec les esprits et où les arbres parlent au vent, une voix s'élève à travers les âges. Ce n'est pas un cri, ni un chant, mais un appel. Celui d'une femme, devenue mythe, mémoire et souffle de rébellion. Son nom est Aline Sitoé Diatta. C'était en 1920, dans le petit village de Cabrousse, niché entre mer, forêt et mangrove, qu'une enfant vint au monde sous un ciel tourmenté. Ce jour-là, le tonnerre grondait sans pluie, et les anciens virent cela comme un signe. Une âme forte, ancienne, venait de renaître. Aline était différente. Très jeune, elle montrait une profonde connexion avec la nature. Elle passait des heures assise près des fromagers géants, en silence, les yeux fermés, comme si elle écoutait quelque chose d'invisible. Sa grand-mère disait souvent « Elle entend les voix que nous avons oubliées ». Orpheline de père à un jeune âge, Aline fut élevée par des femmes fortes, sa mère, ses tantes et surtout les prêtresses du bois sacré. Très tôt, elle comprit la souffrance de son peuple sous le joug colonial. Les hommes partaient travailler dans les champs d'arachides imposés, les femmes portaient l'eau et les charges, les enfants grandissaient dans la peur et le silence. Mais dans le cœur d'Aline, un feu sacré brûlait. À l'adolescence, Aline commença à avoir des visions. Elle rêvait d'ancêtres vêtus de blanc, de femmes portant des tambours et appelant à la révolte. Elle voyait la terre de Casamance couverte de chênes et un baobab brisé par une hache. Sa santé devint fragile. On disait qu'elle tombait souvent en transe, parlant avec une voix qui n'était pas la sienne. Certains la croyaient possédée. D'autres, inspirés. Les anciens, eux, savaient. L'esprit de la résistance la choisit. Ses visions se firent plus pressantes. Aline disait que les esprits lui parlaient d'un combat à mener, d'une mission divine. Protéger le peuple diola contre l'exploitation, l'humiliation, la perte de leurs terres et de leurs coutumes. Elle refusait les cultures coloniales. Elle rejetait l'arachide imposé, les taxes injustes, et surtout le déni spirituel qu'imposait l'administration française. Dans les années 1930, la France intensifie l'exploitation de ses colonies. En Casamance, comme ailleurs au Sénégal, les autorités imposent l'arachide comme monoculture. Ceux qui refusent sont frappés d'amende, emprisonnés ou exilés. Aline observe. Elle voit les hommes vieillir sous le poids des sacs d'arachide. Elle entend les pleurs des femmes contraintes de payer les impôts avec leurs maigres biens. Elle comprend que la colonisation ne tue pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Un jour, elle réunit un petit groupe de jeunes filles et leur parle avec passion. Nos terres ne sont pas à vendre. Notre foi ne se négocie pas. Si nous voulons survivre, nous devons résister. C'est à ce moment qu'elle commence à prêcher ouvertement, à parler dans les marchés, à guider des processions rituelles. Très vite, elle devient une figure visible et donc dangereuse. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France impose de nouvelles taxes pour financer l'effort de guerre. Les paysans sont saignés à blanc. Les fonctionnaires coloniaux deviennent plus violents, plus intrusifs. Le climat devient irrespirable. Aline, elle, lève la voix. Elle appelle à boycotter l'impôt, à refuser la conscription des jeunes, à ne plus cultiver l'arachide, mais plutôt le riz, le mil et les produits locaux. Elle exhorte les femmes à reprendre le pouvoir sur la terre et le foyer. Son message fait mouche. Les gens l'écoutent. On l'appelle la femme qui fait trembler les colons sans armes. Les autorités françaises commencent à s'inquiéter. Une femme, sans diplôme, sans armes, sans poste officiel, rallie des foules entières. À Ziguinchor, à Oussouye, à Bignona, son nom circule comme une légende vivante. En 1943, Aline est considérée comme une prophétesse. Elle parle de liberté, de retour aux valeurs africaines, de réconciliation avec les ancêtres. Elle mêle discours politique, foi traditionnelle et mysticisme. Elle ne se dit ni reine, ni prêtresse, ni chef. Mais ses paroles portent plus que celles de tous les hommes politiques réunis. Elle prédit une grande libération, mais aussi des souffrances à venir. Elle exhorte les jeunes à ne pas céder à la peur. La pluie tombera sur les justes. Le feu purifiera la terre. Et nous redeviendrons maîtres de notre destin. Son influence devient nationale.
À Dakar, les autorités coloniales parlent d'elle comme d'une menace. Plusieurs villages refusent de livrer l'arachide. Des administrateurs coloniaux sont accueillis par des tambours et des danses rituelles, mais aussi par des refus clairs et fermes. Aline continue ses tournées. Elle marche des dizaines de kilomètres, tenant des réunions sous les arbres, guidant les rituels. Les anciens la soutiennent. Les jeunes l'imitent. Les femmes l'adorent. Mais les espions coloniaux sont partout. En avril 1943, une délégation française arrive à Cabrousse. On lui ordonne d'arrêter ses prêches. Elle répond simplement « Je ne suis pas une servante de vos lois, mais de celles qui m'ont été données par mes ancêtres. » Le 8 mai 1943, à Ziguinchor, Aline Sitoé Diatta est arrêtée. Elle n'oppose aucune résistance. Elle marche, la tête haute, les poignets liés de cordes, entourée de soldats français. Les témoins disent qu'elle chantait un hymne sacré, les yeux tournés vers le ciel. Sa dignité bouleverse même certains soldats. Elle est emprisonnée à Dakar, interrogée sans relâche. Mais elle ne renie rien. Elle refuse les compromis. Elle ne signe aucune déclaration. Les colons comprennent que la garder en prison est risqué. Elle pourrait devenir une martyre. En août 1943, Aline est déportée à Tombouctou, au Mali. Loin de sa terre. Loin de sa mère. Loin de ses racines. Elle est isolée. Privée de tout contact avec sa communauté. Mais même là-bas, elle reste debout. Elle continue de prier, de parler aux esprits, d'écrire des prières sur des morceaux de tissu. Elle tombe malade. Certains disent qu'elle a été empoisonnée. D'autres évoquent une malnutrition lente, un abandon progressif. Mais jamais elle ne se plaint. Elle écrit une dernière lettre à une cousine, disant « Je pars, mais je reviendrai dans chaque souffle de vent de Casamance. » La chaleur est étouffante. Le sable brûle. Et dans une petite cellule de pierre, Aline Sitoé Diatta meurt à 24 ans, dans l'oubli des colons, mais dans la mémoire vivante de son peuple. Ce jour-là, à Cabrousse, un grand fromager est foudroyé. Les anciens y voient un signe. L'esprit d'Aline est libre. Et elle veille désormais sur nous.